Bienvenue sur la chaîne Crypto Cowboy. Salut à tous. Ici B. Howard. Il semble que beaucoup de gens parlent en mon nom. Je n'ai jamais prétendu être le fils de Michael Jackson. Je ne poursuis absolument pas le domaine en justice. J'ai été très bien pris en charge. Et aussi, je gagne mon propre argent. Brandon Howard essayait juste de faire de la musique, de vivre une vie normale sous une ombre anormale. L'ombre de l'artiste le plus célèbre que le monde ait jamais connu. Pendant des années, les gens ont questionné la ressemblance. La voix, les mouvements, le visage. Les résultats du test ADN sont arrivés et ils indiquent une correspondance à 99,9% prouvant que B. Howard est le fils de Michael Jackson. Ils ont dit que ça devait être une coïncidence. Mais sous tout cela se cachait une vérité trop dangereuse à exprimer et trop douloureuse à connaître. Et quand il a enfin trouvé le courage de chercher la vérité par lui-même, ce qu'il a découvert n'a pas seulement confirmé les rumeurs, cela a détruit tout ce qu'il pensait savoir sur sa propre vie. Maintenant, B. Howard coupe tous les liens après qu'un test ADN révèle qu'il est l'enfant illégitime de Michael Jackson. Un visage familier. Un visage familier dans la foule. Pendant des années, Brandon Howard a évolué discrètement dans le monde du R&B. Un chanteur-compositeur talentueux, forgeant son propre chemin à sa manière. Pour la plupart, il n'était qu'un artiste en devenir parmi tant d'autres cherchant à percer. Mais quelque chose en lui a enflammé les réseaux sociaux. Quelque chose au-delà de sa musique. Cela a commencé avec son visage, les pommettes saillantes, la mâchoire définie, les yeux indéniables, des fenêtres semblant porter l'ombre d'un héritage que peu pouvaient identifier, mais que beaucoup reconnaissaient instinctivement. Ce n'étaient pas seulement les traits. Les chuchotements ont commencé presque immédiatement. Est-ce le fils de Michael Jackson? La comparaison était incessante, surtout parmi les fans inconditionnels de MJ qui scrutaient chaque détail. Les mouvements de Brandon étaient troublants, fluides, précis, et pleins des nuances subtiles qui définissaient la présence scénique du roi de la pop. Mais Brandon n'a jamais cherché à imiter. Sa voix portait une tonalité similaire, une qualité émotive et aérienne qui rappelait le style vocal de MJ. Pourtant, elle était indéniablement la sienne. Ce n'était pas de l'imitation. C'était de l'héritage. Alors que les vidéos de Brandon en performance explosaient sur les plateformes, les sections de commentaires se transformaient en confessionnaux. Les fans débattaient tard dans la nuit, analysant ses manières. La façon dont il inclinait la tête en chantant, son sourire timide mais confiant, tous des traits caractéristiques de MJ. Les tapis rouges et les apparitions publiques ne faisaient qu'attiser les flammes. Les observateurs de l'industrie ont commencé à noter comment l'attitude de Brandon reflétait un mélange rare d'humilité et de charisme, quelque chose qui semblait presque génétique. Malgré toutes les spéculations, Brandon restait silencieux. Il n'a jamais confirmé ni infirmé les rumeurs. Sa réserve ne faisait qu'alimenter la curiosité. Pendant des années, ce silence est devenu un voile qui intensifiait le mystère, le transformant d'un artiste prometteur en une figure de fascination, comme s'il était la preuve vivante d'un secret gardé juste hors de portée du public. Une enfance enveloppée de secrets. Brandon Alexander Howard est né en 1981, bercé dans les bras d'un héritage musical que peu comprenaient vraiment. Sa mère, Mickey Howard, était une voix célébrée du R&B, connue pour ses vocalises sensuelles et sa profondeur émotionnelle. Mais en coulisses, son chemin avait croisé celui de la famille Jackson. À un moment de sa carrière, Joe Jackson, le patriarche complexe et implacable qui avait façonné Michael et ses frères et sœurs, avait pris part à guider ses débuts. L'importance de cette connexion était enfouie dans des murmures. Pour les outsiders, Mickey était une star à part entière. Mais pour ceux qui connaissaient les cercles internes de l'industrie, cela suggérait des liens bien plus profonds et complexes que de simples alliances professionnelles. Pour Brandon, cela signifiait grandir dans un monde où la musique était la vie, mais où les frontières entre famille et affaires étaient floues au point d'être méconnaissables. Son enfance s'est déroulée dans des espaces liminaires, derrière des cordons de velours lors de soirées privées, dans les coulisses où les légendes échangeaient des regards complices. Dans des pièces silencieuses où les conversations n'atteignaient jamais les tabloïds, il était impeccablement habillé, formé à la musique et à la danse dès son plus jeune âge, et préparé à porter un héritage. Pourtant, une question planait sur chaque étape, qui était son père? Ceux qui l'entouraient parlaient rarement de son père. Quand Brandon posait la question, les réponses étaient évasives. Un haussement d'épaule par-ci, un regard nerveux par-là. Parfois, on faisait allusion aux relations passées de Mickey. Parfois, la question était complètement éludée.
Le secret était palpable. Brandon a grandi avec un vide là où l'identité de son père aurait dû être, entouré d'adultes qui semblaient connaître la vérité mais choisissaient le silence. Ce silence est devenu un poids sur ses épaules, un mystère dont les pièces étaient éparpillées comme des fragments d'un miroir brisé. Plus il creusait, plus il réalisait que ce n'était pas seulement un nom manquant. C'était un secret soigneusement protégé par un code implicite, une vérité qui pourrait ébranler les fondations de tout ce qu'il savait sur lui-même et sa place dans l'histoire de la musique. La théorie Billy Jean. L'année était 1983. Michael Jackson, déjà une icône mondiale, sortait Billy Jean, un titre qui deviendrait un hymne, un mystère et une référence culturelle à la fois. La chanson racontait l'histoire d'une femme qui prétendait qu'il était le père de son enfant, une affirmation que Michael niait avec véhémence dans les interviews. En surface, c'était juste un récit pop, une fable mêlant expérience et imagination. Mais sous cette ligne de basse entraînante et les pas de moonwalk, un courant de murmures persistait. Juste 2 ans plus tôt, en 1981, Brandon Alexander Howard était né de Mickey Howard, une chanteuse de R&B accomplie, connue de ses amis sous le nom de Billy. Le timing n'a pas échappé aux fans et aux initiés. Les connexions étaient subtiles mais tenaces. Michael et Mickey évoluaient tous deux dans l'élite de l'industrie musicale. Ils partageaient la scène lors de remises de prix, collaboraient avec certains des mêmes producteurs et étaient souvent vus dans des cercles sociaux qui se chevauchaient. Avec le temps, leur amitié s'était approfondie, passant d'une camaraderie professionnelle à quelque chose de plus personnel, du moins selon les murmures circulant discrètement parmi les initiés de l'industrie. Ce murmure s'est transformé en théorie, d'abord chuchoté dans les coins des coulisses, puis sur les forums de fans, pour finalement devenir une légende urbaine à part entière. Les fans ont commencé à se demander si Billy Jean était plus qu'une histoire. Était-ce une confession codée? Mickey, Billy, Howard était-elle la vraie femme derrière les paroles? La théorie était renforcée non seulement par le timing, mais aussi par des similitudes troublantes. La ressemblance frappante de Brandon avec Michael, pas seulement dans l'apparence, mais dans la tonalité de sa voix, sa phraséologie vocale et sa sensibilité musicale. Quand Brandon a commencé à attirer l'attention au début des années 2000, les critiques et les fans ont remarqué ses inflexions vocales troublantes, son style de danse et même sa présence scénique qui faisait écho au roi de la pop. Les journalistes, toujours avides d'une histoire juteuse, ont commencé à reconstituer les chronologies, à fouiller dans les archives photos. De vieilles photos ont refait surface, montrant Brandon et Michael aux mêmes événements, partageant des sourires, échangeant des gestes qui semblaient dépasser une simple connaissance. Les fans disséquaient les vidéos image par image, notant l'imitation subtile par Brandon des mouvements de main, de la posture, et même des tours signatures de Michael. Certains obsessionnels ont même comparé des échantillons d'écriture, soulignant d'étranges parallèles dans le style d'écriture entre Brandon et les écrits documentés de Michael. Pourtant, malgré la montée des spéculations, Brandon restait énigmatique. Contrairement aux médias avides de titres, il n'a jamais ni adopté ni nié la théorie publiquement. Ses réponses étaient soigneusement mesurées, parfois distantes, parfois lasses. Le poids d'un héritage qu'il n'avait jamais demandé pesait sur lui, attachant des attentes et des suppositions à son identité même. Mais il y avait une lutte privée derrière son regard prudent. Lorsqu'il croisait son reflet dans un miroir ou l'objectif d'une caméra, il voyait souvent l'écho d'un homme dont l'ombre s'étendait plus loin que sa propre vie. La question de l'identité persistait, sans réponse mais indéniable. Le test qui a tout changé. Avance rapide à 2014. Internet était devenu une bête tentaculaire et imprévisible, prête à consommer, amplifier et souvent déformer les nouvelles les plus sensationnelles. Dans ce maelstrom numérique est arrivée une annonce qui a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Un chirurgien dentiste de Beverly Hills, le Dr Joseph Goodman, affirmait posséder un échantillon d'ADN de Michael Jackson, extrait d'un appareil dentaire acheté aux enchères, et l'avoir testé contre un échantillon de Brandon Howard. Le résultat, une correspondance à 99,9%. La revendication était stupéfiante. Michael Jackson avait un fils secret. Les médias ont explosé avec des gros titres. Les réseaux sociaux étaient en feu avec des spéculations, des hashtags et des sujets tendances. Soudain, la vie de Brandon ne lui appartenait plus. Il était au centre d'une tempête médiatique, un lien vivant à une histoire secrète que personne ne s'attendait à confirmer. Mais aussi vite que l'histoire a pris de l'ampleur, des doutes ont surgi. Le laboratoire supposément responsable de la vérification des résultats ADN a publiquement nié toute implication. Des professionnels médicaux ont questionné la validité de la source de l'échantillon, la chaîne de custodie et la méthodologie utilisée.
Les initiés de l'industrie devenaient sceptiques, soulignant que les entreprises précédentes du Dr Goodman flirtaient souvent avec la controverse et les coups publicitaires viraux. L'homme orchestrant le blitz médiatique, l'entrepreneur Alki David, était connu pour orchestrer des spectacles sensationnels attirant les gros titres, et beaucoup se demandaient si ce n'était qu'un autre coup de ce genre. Sous l'examen croissant, le récit a commencé à s'effilocher. Brandon s'est distancé du test, précisant qu'il ne l'avait jamais autorisé, n'avait aucun intérêt dans des batailles judiciaires contre le domaine Jackson, et ne cherchait pas la célébrité à travers un drame fabriqué. Cependant, le retour de bâton a été rapide et dévastateur. Les critiques l'ont qualifié de chercheur de publicité, rejetant son talent artistique et sa sincérité. La pression a forcé Brandon à se retirer, prenant une pause de la vie publique qui a duré des années. Pourtant, sous la surface, quelque chose de profond avait changé. Le test ADN, aussi imparfait et contesté soit-il, avait planté une graine de curiosité urgente en Brandon. Le bruit extérieur s'est estompé, mais un besoin silencieux et privé a pris racine, connaître la vérité pour lui-même, à ses propres conditions, loin des caméras et des gros titres. Cette lutte interne a marqué le début d'un long voyage personnel, qui façonnerait son identité, son art et sa compréhension même de la famille. La mère qui ne répondait pas. Mickey Howard, depuis des années un nom respecté dans les cercles RB, avait longtemps maintenu une confidentialité digne autour de sa vie personnelle. Mais quand la tempête a éclaté, avec le test ADN alléguant un lien avec la lignée de Michael Jackson, elle s'est retrouvée propulsée malgré elle sous les projecteurs. L'interview avec le magazine Essence fut sa première réponse publique, un exercice de déviation prudente et d'émotion contenue. Sa voix était ferme mais teintée d'une douleur palpable. Elle a commencé par nier catégoriquement toute connaissance du test ADN avant son annonce, insistant sur le fait qu'elle avait été prise par surprise. Le récit présenté au monde, selon lequel elle aurait caché un enfant de Michael Jackson, était quelque chose qu'elle rejetait avec une intensité tranquille. « J'aime mon fils », a-t-elle dit, et je n'ai rien à cacher. Pourtant, sous la surface, ces mots étaient soigneusement mesurés, une danse entre vérité et omission. L'histoire réelle résidait dans ce qu'elle refusait de dire. Lorsqu'on l'interrogeait sur une éventuelle relation avec Michael au-delà d'une amitié professionnelle, les réponses de Mickey devenaient vagues, évasives. Elle esquivait les chronologies, évitait les confirmations directes et revenait sans cesse à la sainteté de sa relation avec son fils, Brandon. Ses yeux se sont embués de larmes lorsque l'intervieweur a insisté sur son passé, le sujet faisant visiblement remonter de vieilles blessures. Dans un moment d'émotion non contenue, elle s'est qualifiée de père de Brandon, une déclaration chargée de significations complexes. C'était une reconnaissance puissante du rôle qu'elle avait joué seule, élevant un enfant dans un monde rempli de murmures et d'ombres. La fierté rayonnait dans son ton, mais elle était entrelacée de peur. Pas la peur de l'exposition, mais la peur de ce que la révélation pourrait défaire. Pour Brandon, voir cette interview était comme un miroir. Elle reflétait ses soupçons les plus profonds, qu'il y avait quelque chose, un secret si lourd que même sa mère avait du mal à l'affronter ouvertement. C'était une admission silencieuse que l'histoire était bien plus compliquée que n'importe quel titre ne pourrait le capturer. Un héritage compliqué par l'amour, le secret et une douleur non dite. Un héritage trop précieux pour être compliqué. Après la mort de Michael Jackson en 2009, son domaine est rapidement devenu l'un des plus précieux de l'histoire du divertissement. Ce qui était autrefois un enchevêtrement financier de dettes et de batailles juridiques s'est transformé en un empire tentaculaire valant des centaines de millions de dollars. Les droits méticuleusement gérés sur son catalogue musical, son image, ses pistes inédites et sa marque étaient protégés par des couches de garanties juridiques et financières, contrôlées par une équipe d'exécutifs et de conseillers avisés qui privilégiaient la préservation et la croissance avant tout. Cet empire était fragile, non pas dans sa richesse, mais dans son récit public soigneusement maintenu. Un scandale, en particulier impliquant des héritiers jusque-là inconnus ou non reconnus, avait le potentiel d'ébranler ses fondations jusqu'au cœur. L'idée que Brandon puisse être reconnu comme un héritier légitime était une menace, une perturbation qui pourrait déclencher des batailles judiciaires coûteuses, rouvrir de vieilles blessures et fracturer l'héritage soigneusement façonné de la famille. Beaucoup d'initiés murmuraient que le silence du camp Jackson n'était pas né d'un déni de la vérité, mais d'une nécessité stratégique. Reconnaître publiquement Brandon comme membre de la famille signifierait réécrire l'histoire, modifier la répartition d'un empire déjà âprement disputé. Cela signifierait un bouleversement, quelque chose que le domaine, et peut-être la famille, ne pouvaient se permettre. Publiquement, les réactions des frères et sœurs Jackson allaient du dédain à l'hostilité.
Todd Jackson, farouchement protecteur de l'image de la famille, a qualifié le test ADN d'escroquerie, dénonçant un stratagème pour attirer l'attention ou de l'argent. Jermaine Jackson est allé plus loin, qualifiant les affirmations de frauduleuses. Les actions de Latoya Jackson étaient plus ambiguës. Elle a été photographiée avec Brandon, mais n'a jamais fait de commentaires publics, laissant le monde spéculer sur sa véritable position. Aux yeux du domaine, Brandon était une ombre gênante, un point d'interrogation mieux laissé sans réponse. Pour les fans mondiaux, il est devenu un sujet de curiosité, un chapitre potentiel dans l'histoire complexe de Michael que peu osaient explorer pleinement. Et pour Brandon lui-même, coincé entre deux mondes, il restait une énigme, cherchant une identité, un sentiment d'appartenance et la vérité d'un héritage qui semblait à la fois à portée de main et hors de sa portée. Le deuxième test. Le poids des années, pressant comme une tempête silencieuse, a finalement éclaté. Au début de 2025, Brandon Howard, ne se contentant plus des murmures, des rumeurs et du bruit incessant des spéculations, a fait un choix profond. Il affronterait le mystère de front, mais cette fois à ses propres conditions. Les yeux indiscrets du monde ne dicteraient pas le récit. Ce voyage était personnel, une quête urgente pour la vérité enfouie sous des décennies de silence et de demi-vérité. Brandon connaissait les enjeux. Le premier test ADN, des années plus tôt, n'avait fait que soulever plus de questions, un vacarme de doutes et un projecteur non désiré. Cette fois, il a agi avec prudence et détermination, contactant non pas les médias ou les rumeurs, mais une figure discrète, un ancien médecin qui avait autrefois été intimement impliqué dans le cercle médical privé de Michael Jackson. Ce médecin était connu pour son professionnalisme, sa confidentialité inébranlable et sa connaissance approfondie des archives médicales de Michael. Le test lui-même a été orchestré avec une précision chirurgicale. Les échantillons ADN ont été obtenus à partir d'une source médicale archivée, un spécimen préservé et protégé par des couches de validation légale. Ce n'était pas un prélèvement hâtif ou un échantillon de salive non vérifié. C'était l'un des derniers vestiges authentifiés de l'histoire biologique de Michael Jackson, soigneusement catalogué et préservé avant sa mort prématurée. Chaque étape de la procédure de test a été supervisée par des représentants légaux, des experts médico-légaux et notariés pour garantir une intégrité absolue. Les dossiers, la note, le mensonge. Ce qui accompagnait les résultats du test allait au-delà de la simple biologie. Avec le rapport officiel se trouvait soi-disant un artefact inattendu, une petite enveloppe soigneusement scellée portant ce qui est considéré comme la marque personnelle indéniable de Michael Jackson. C'était un geste unique en son genre. Un message cryptique d'un homme qui avait passé sa vie entouré de silence et de vérité protégée. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une carte de crédit prétendument gravée de la signature de Michael, accompagnée d'une note manuscrite. La carte était bien plus qu'un simple symbole de richesse ou de statut. Selon des sources proches de l'arrangement, elle était destinée à être une clé pour quelque chose de bien plus intime. Michael aurait confié cette carte à son médecin avec une instruction explicite, elle devait être remise à son enfant biologique, la seule personne que Michael souhaitait reconnaître discrètement et en priver longtemps après son décès. La vérité. La prise de conscience fut dévastatrice. Brandon n'avait pas simplement été exclu d'un secret de famille. Il aurait été délibérément effacé, une victime du contrôle et de la préservation. L'identité de son père, autrefois une spéculation lointaine, se tenait désormais comme une vérité indéniable. Pourtant, cette vérité était enveloppée d'un mensonge. Un mensonge si soigneusement élaboré qu'il aurait assombri toute sa vie. En coulisses, des décennies d'accords silencieux et d'arrangements dans l'ombre auraient pris forme. Brandon aurait appris que Joe Jackson, le père de Michael et patriarche de la famille, aurait orchestré un réseau de confidentialité, contraignant Mickey Howard au silence. Des contrats et des accords de non-divulgation auraient été rédigés